Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui non, on n'est pas en retard. C'est juste que j'avais oublié de lancer, j'avais pas vu. Bon, on aura tout à l'heure, Camille, hein, qui viendra nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, et qui devrait tous nous tenir à cœur. C'est, ce grand scandale qui demain est la journée internationale de la femme, alors que toute l'année, ça devrait être les journées de la femme. Et on va enchaîner sur la revue de presse. Ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer sur notre premier sujet aujourd'hui de la revue de presse et qui en particulier alors, je retrouve mes notes. Désolé, quand je suis tout seul, je prends des notes parce que c'est plus difficile de faire ça seul que de faire ça avec un partenaire. Donc, aujourd'hui, il y a à nouveau des lancements de satellites Starlink. Donc il continue, sa conquête spatiale. Alors pour, les amateurs, d'observation, spatiale comme moi, c'est un problème parce que c'est en train de rajouter une pollution lumineuse terrible dans le ciel, donc on voit de moins en moins, ce qu'on veut observer. Et donc aujourd'hui, Starlink prévoit, de lancer une nouvelle série de satellites, donc en orbite basse. C'est pour ça aussi qu'ils sont très visibles. Ces satellites visent à fournir une couverture internet mondiale, notamment dans les zones reculées. Cependant, la multiplication de ces engins suscite des préoccupations croissantes concernant la pollution spatiale et les risques accrus de collision. Parce qu'il faut savoir que l'espace est assez peu réglementé, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Cette expansion rapide de la constellation Starlink a conduit certains pays à chercher des alternatives. Par exemple, le Brésil envisage de collaborer avec le fabricant de satellites chinois SpaceSail pour briser le monopole de Starlink et préserver sa souveraineté numérique. Tiens, tiens. Depuis son entrée sur le marché brésilien en juin 2022, Starlink a dominé 46% du marché d'Internet par satellite, offrant un accès vital à Internet en Amazonie brésilienne. Toutefois, l'influence croissante de Starlink et d'Elon Musk inquiète le gouvernement qui craint pour la souveraineté du Brésil. En soutenant l'ancien président Jair Bolsonaro et en défiant les décisions de justice, Musk a suscité des controverses et subi des sanctions du Brésil. Le gouvernement brésilien souhaite donc une alternative viable comme SpaceSail, donc c'est ce qu'on appelle le Starlink des BRICS, bien que cette entreprise soit l'un derrière Starlink en termes de nombre de satellites en orbite. Par ailleurs, les autorités brésiliennes, et tiens tiens à nouveau, ont découvert que la technologie Internet de Starlink a été utilisée pour des opérations minières illégales aux États-Unis, en particulier d'entreprises américaines. Bien que Starlink ait fourni une connectivité essentielle aux communautés isolées, des inquiétudes ont émergé concernant la domination de l'entreprise et son utilisation potentielle à des fins illicites dans la région. Donc la technologie, avec plus de 250 000 clients au Brésil, couvre plus de 90% des municipalités de l'Amazonie, suscitant des craintes quant à la sécurité des données et la souveraineté nationale. Les confrontations réglementaires et les incertitudes entourant le comportement imprévisible de Musk et son influence ont amplifié les inquiétudes concernant l'emprise de Starlink. Cette situation nécessite la nécessité de fournisseurs alternatifs d'Internet par satellite pour atténuer la dépendance au réseau de Musk, en particulier dans les zones stratégiques et riches en ressources. Ça vous rappelle pas un pays de l'Est de l'Europe? Ces tensions ont été exacerbées par les actions de Musk, notamment la fermeture des bureaux de X au Brésil en réponse aux décisions judiciaires locales. Cette fermeture n'affecte pas l'accès des utilisateurs, mais souligne le conflit de Musk et les préoccupations gouvernementales de son approche laxiste de la modération du contenu, qui selon eux, facilitent les discours haineux dangereux. Le différend se concentre donc sur le juge Alexandre de Moraes, qui enquête sur les activités d'extrême droite et des informations en ligne, accusant Musk d'entrave à la justice. Des confrontations similaires ont eu lieu sur la régulation du contenu avec des responsables européens et ça a aussi diminué significativement les revenus publicitaires de X. Mais c'est surtout le service, internet par satellite de Musk, Starlink, populaire dans les zones reculées du Brésil, qui est également sous le regard des organismes de régulation, préoccupés par son expansion rapide et son influence. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que justement, on aujourd'hui, heu,
Ça ce monopole, de fait, que Musk est en train d'avoir, lui permet un très, très grand contrôle sur certaines régions du monde. C'est un pouvoir incroyable, puisque et là on le voit, hein, s'il coupe Starlink dans le conflit ukrainien, le conflit est fini. Donc c'est très compliqué et c'est pour ça que c'est important de défendre des projets alternatifs où on puisse couvrir notre propre territoire sans être dépendant d'une entreprise qui, elle, est soumise au Patriot Act et ce Patriot Act, c'est grave. Pourquoi? Parce que ça permet à la NSA de pouvoir avoir accès à toutes vos données. Donc peu importe que vous êtes un Français du Vercors qui parle à quelqu'un du Gers, aux États-Unis, la CIA, la NSA peuvent voir votre conversation. Ce qui est sûr, c'est voilà, c'est problématique et donc il y a un vrai enjeu et on voit que certains pays sont en train justement de travailler là-dessus et nous, malheureusement, comme la dernière roue du carrosse, on est encore, en retard. On s'en préoccupe pas et quand on s'en préoccupera pas, ce sera trop tard. Et c'est vrai que quand on voit, sa logique, alors on parlait hier de cinéma, mais quand on voit sa logique d'expansion dans le spatial, de conquête et cetera, il y a un côté très particulier, c'est que je ne peux pas ne pas m'empêcher de voir dans Elon Musk le patron de Wayland Industries et Wayland Industries, c'est dans Alien, celui justement qui cherche à fabriquer les aliens et tout on sait que Musk est fan de science-fiction, il y a énormément d'éléments dans son discours, on dirait qu'ils sont tirés du film. C'est fascinant, en fait. Dans tous les cas, c'est comme ça. Et donc il va falloir effectivement, on va devoir nous, se battre pour construire une alternative pour la France et en particulier je pense à la Guyane qui est une région reculée, mais aussi à nos outre-mer pour éviter d'être à nouveau sous vassalisation américaine. On va parler du deuxième sujet. Alors le deuxième sujet, c'est un peu différent aujourd'hui. C'est un sujet sur le sport et parce qu'il y a un truc que j'ai trouvé un peu cocasse. Depuis, des années, on a exclu, les athlètes russes, biélorusses et cetera parce qu'on disait: «Ils pourrissent les compétitions, ils sont tous dopés» et cetera et donc là, on a les championnats, d'Europe d'athlétisme en salle qui se tiennent donc actuellement à Apeldoorn aux Pays-Bas et comme chaque édition, on nous promet une compétition propre, transparence, débarrassée des tricheurs. Pourtant, un constat s'impose. L'athlétisme européen continue d'être secoué par les soupçons de dopage et cette fois, il faut trouver d'autres coupables que les Russes. Parce que depuis des années, la Russie et la Biélorussie servaient d'excuses toutes trouvées pour justifier chaque scandale de dopage. Dès qu'un athlète battait des records improbables, dès qu'une performance semblait trop belle pour être vraie, c'était forcément une méthode russe, un système d'État, une culture du dopage institutionnalisée. Mais maintenant que ces pays sont exclus de quasiment toutes les compétitions internationales, la question se pose, pourquoi les affaires de dopage continuent-elles de s'accumuler en Europe de l'Ouest? Prenons un exemple frappant, l'an dernier, plusieurs athlètes britanniques et espagnols ont été pris la main dans le sac avec des substances interdites, mais bizarrement, ces affaires ont été bien moins médiatisées que celles impliquant des Russes. Ah tiens. Pire encore, certaines fédérations occidentales ont développé un art du consommer du passe-droit en couvrant certains des athlètes vedettes sous prétexte de contrôles anormaux mais non concluants. Donc il y a le bon dopage et le mauvais dopage. Je suis désolé, mais c'est voilà. Le plus ironique, donc certains pays européens pourtant très virulents contre la Russie sur la question du dopage, ont eux-mêmes des bilans peu reluisants. Le Royaume-Uni, la France, l'Espagne ou l'Italie ont tous vu des champions déchus ces dernières années sans que cela n'entraîne la même indignation. Les États-Unis ne sont pas en reste avec des cas de dopage avérés dans leur rang, mais qui souvent passent sous le radar médiatique. Alors maintenant que les médecins russes ne sont plus là pour prendre tous les coups, qui sera tenu des responsables des performances douteuses? Qui devra répondre des nouveaux records improbables qui tombent comme des mouches à chaque compétition? Peut-être que l'on va devoir enfin admettre que le dopage est un problème structurel de l'athlétisme mondial et pas seulement une spécialité de l'Est. Ce sera un progrès, mais ne rêvons pas trop. Il est toujours plus facile de désigner des boucs émissaires
que d'affronter ses propres travers. Voilà, donc c'est vrai que sur cette question-là, c'est, heu, c'est surtout ce que je voulais montrer, c'est cette hypocrisie où à un moment, il faut, arrêter de dire toujours, «L'ogre russe, le péril rouge» et cetera. La réalité, c'est tous pourris et voilà et donc il faut arrêter, de voir. Alors, l'INSEE veut me dire: «Lequel des films?» La corporation Weyland se retrouve dans tous les films, même Prometheus et cetera, Alien Romulus. C'est vraiment la méga corporation, du film, négative. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est juste une inspiration. C'est il veut faire du minier dans le spatial, il veut prolonger la vie, il fait, avec Neuralink et cetera. C'est exactement les projets qu'il y a dans les films. Donc il y a un côté assez déroutant sur cette question-là. Il fait des robots, l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui se croisent comme ça. Ce qui est sûr, c'est que donc alors j'ai vu que le dopage vous intéressait pas beaucoup, mais la question c'était vraiment ça, c'était on a accusé depuis des années dans le cadre de la propagande russophobe, les Russes d'être responsables de tous les malheurs du monde. Bah, la réalité c'est que bon, on s'en sort très bien tout seul pour faire, comme on dit, des conneries. Alors, un autre sujet, avant que notre invité arrive bientôt, c'est que là, je ne sais pas si vous constatez vous-même, mais c'est qu'on a, on peut considérer que le climat de cet hiver est révélateur. Alors certains diront: «Ah c'est cool, un hiver doux et tout», mais c'est vraiment pas bon. Et donc aujourd'hui, on connaît donc en France une météo digne d'un mois d'avril avec des températures largement au-dessus des normales saisonnières. Beaucoup de gens, c'est une bonne nouvelle, mais pour les climatologues, c'est une alerte de plus sur le chaos climatique en cours. Les hivers doux et les printemps précoces sont devenus la norme, ce qui inquiète particulièrement les agriculteurs. Les floraisons précoces exposent les cultures à des gels tardifs qui peuvent ravager les récoltes entières en quelques jours. En parallèle, le manque de pluie en hiver aggrave la sécheresse estivale et les nappes phréatiques sont déjà à un niveau inquiétant. Le plus paradoxal de tout ça, c'est que le gouvernement continue à faire des grands discours sur la transition écologique, tout en multipliant les projets d'urbanisation qui détruisent les zones humides et augmentent les îlots de chaleur urbains. Alors oui, on peut profiter du soleil, mais combien de temps avant que ces petites anomalies climatiques deviennent le signe d'un bouleversement plus inquiétant? Je vous pose la question, c'est clair qu'on ne peut pas dire que les hivers sont très forts maintenant, et même dans des pays froids, bah, c'est plus vraiment le cas. Donc c'est compliqué. Il va falloir prendre conscience, ça change. De toute façon, le climat n'a jamais été, quelque chose de, statique dans l'histoire, de la planète Terre. Ça a toujours bougé, il y a eu des glaciations, de sécheresse et cetera. Ce qui est sûr, c'est que on est face à un changement. Les causes de ce changement peuvent être discutées, mais la réalité de ce changement est une évidence. Donc on verra ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, il y a un vrai sujet là-dessus et ça a pas l'air de préoccuper beaucoup de monde. Alors, Léonard Michalon parle effectivement, en février, on n'a pas vu beaucoup le soleil. Oui, mais il faisait doux et il faisait sec, il a pas beaucoup plu et ça, c'est problématique. Alors, Jean-Pierre Leroux, je crois que vous êtes en Bretagne, donc c'est un peu particulier. Ce qui est sûr, c'est que à un moment, il faut réfléchir à ça et il faut comprendre justement, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, Smiling Face with Sunglass. Donc merci à Edwige Duff, mais je ne sais p ça doit être un émoticône. Voilà, ce qui est sûr, c'est que quand on parle beaucoup avec les agriculteurs, les changements climatiques sont une réalité pour eux et sont une réalité qui complexifie encore plus leur récolte. Donc
c'est une réalité avec laquelle ils ont à faire tous les jours et de toute façon, voilà, il faudra s'y faire. Ça change et voilà, on c'est comme ça. Oui, la Bretagne encore, fait partie des îlots de fraîcheur. C'est pour ça que tout le monde veut aller là-bas en été. Maintenant, un sujet qui est un peu lié à l'écologie, mais pas du tout, mais pas complètement, c'est depuis le 1er mars, il y a une réforme du malus écologique et donc moi, ce que je me pose la question, c'est est-ce que c'est une vraie réforme ou c'est un racket organisé? En effet, depuis le 1er mars, l'achat d'un véhicule émettant plus de 113 grammes par kilomètre de CO2 est taxé encore plus lourdement. Officiellement, cette mesure vise à encourager l'électrification du parc automobile français, mais en pratique, elle pénalise surtout les ménages les plus modestes qui ne peuvent pas se permettre un véhicule électrique hors de prix. Le gouvernement a beau assurer que cette taxe est pédagogique, alors là, on a tout vu. Il y a hier, c'était un ré les on faisait un réajustement technique des impôts, donc c'était pas une augmentation. Maintenant, il y a des taxes pédagogiques. Moi, j'aimerais bien mettre une taxe pédagogique sur la nullité de nos élus et en particulier une taxe pédagogique sur les glissements budgétaires de Bruno Le Maire. Je pense qu'il mérite une bonne taxe pédagogique dans sa tête, lui. Donc c'est un moyen facile de remplir les caisses de l'État, d'autant que les SUV électriques qui pèsent 1 tonne et de mine et qui nécessitent des batteries surdimensionnées sont eux aussi un désastre écologique, mais échappent largement au malus. Ce qui aurait pu être une vraie réforme pour favoriser une mobilité durable ressemble donc davantage à un racket déguisé. Et c'est toujours la même chose. Ceux qui ont les moyens vont avoir, heu, une voiture électrique qui passera, qui pourra être dans les ZFE, qui pourra passer, on va dire qui ne payera rien et celui qui a pas de sous, bah, il va payer très cher. Surtout que, qu'on le veuille ou non, l'État taxe les SUV, mais c'est ce que les constructeurs mettent en avant. Plutôt que de mettre en avant, des petites voitures, ben, on nous vend des voitures gigantesques. Donc à un moment, voilà, il y a une certaine hypocrisie là-dessus et c'est vrai que, voilà, il va falloir, réfléchir. Il faudrait, un peu comme le Japon, je pense, des micro-voitures, ça pourrait être sympa, en particulier, dans les villes. Maintenant, voilà, c'est la réalité. On nous fait des tanks. Quand on voit par exemple, c'est assez, marquant quand on voit les Tesla par exemple. Les Tesla, sont adaptés aux routes américaines qui sont larges et cetera. C'est pas du tout adapté, aux villes médiévales françaises où tu touches les bords. Mais c'est comme ça. Alors mais ils ont dit: «Il faut taxer les pauvres». Ils sont pauvres, mais ils sont nombreux. La réalité, c'est que la France, on doit être les champions du monde justement, cocorico, où les riches payent le moins d'impôts. C'est-à-dire quand on est riche en France, on sait éviter l'impôt. Quand on est pauvre, très pauvre, on paye pas d'impôts et quand on trime à bosser et ben, on paye des impôts. Parce qu'on n'a pas assez de moyens pour avoir un conseiller en patrimoine qui vous empêche de payer de l'impôt et de l'autre, on n'a pas de, comment ça s'appelle? On échappe, on n'est pas non imposable, donc on paye. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est compliqué. Alors certains parlent de la Zoé. Oui, la Zoé était une bonne idée. On avait de l'avance sur ce sujet-là et Renault, a tellement cafouillé industriellement que voilà. En plus, le modèle économique où on louait la batterie et cetera, mais pas la voiture était un peu, lunaire. Il y a bien, leasing, social qu'ils ont fait pour les voitures électriques, mais on a vu que les constructeurs, français, en particulier PSA, avaient été incapables de livrer les véhicules. Donc où c'était, je crois si je me trompe pas 100 € par mois, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce qui est sûr alors attendez, alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, les choses sont ce qu'elles sont. On veut toujours pas taxer donc les plus pauvres.
On le voit aussi pour, les ZFE et ce qui est sûr, c'est que il faut réfléchir à tout ça. Il faut que les gens puissent, là où il y a pas de transport en commun ou là où il y a pas de solution, pouvoir se déplacer. Ça fait partie, des règles importantes et de l'autre côté, il faut justement, pouvoir, en même temps, avoir des voitures qui consomment moins et qui sont plus vertueuses pour l'environnement et en particulier aussi pour, la question de l'extraction des ressources. Alors, ce qui est sûr, c'est que, heu, je alors il paraît que j'ai fait réagir, ce matin avec ce que j'ai écrit, on verra bien. Heu, je voulais faire le dernier, passage, heu, donc c'est sur, donc un sujet aujourd'hui, donc le 7, mars, c'est la journée mondiale de la prière. Je ne savais pas, donc j'ai découvert ça et donc chaque année, ce jour-ci, des millions de croyants participent à la journée mondiale de la prière, un événement censé rassembler les différentes confessions dans un élan de foi et de solidarité et donc cette année, l'accent est mis sur les îles Cook et sur la préservation des valeurs spirituelles dans un monde en perte de repères. Alors si cette initiative reste largement suivie, elle soulève aussi des questions de fond. Dans des sociétés de plus en plus sécularisées, est-ce que ces traditions ont encore un impact réel? Certes, la religion, structure encore la vie de nombreux peuples, mais son influence recule inexorablement et en France, par exemple, c'est une bonne chose. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut laisser la religion du domaine privé, la laisser en retrait et on va dire, éviter cette ingérence en permanence du fait religieux sur la vie publique. Les gens ont le droit de croire, c'est leur droit, mais il faut croire sans non plus vouloir, imposer sa religion et sa croyance aux autres.